Bon, le deuxième mouvement, et l'inflexion majeure, on peut la situer de façon assez précise, 1995. Je dis 1995 parce que c'est l'année où a lieu le concours pour le quartier Masséna, que va remporter, comme chacun sait, Christian de Porzampar. Ce concours, il a été, disons, mis en place, il a été organisé presque explicitement, je dirais, contre les premiers îlots de la Bibliothèque de France. Ou même si ça n'était pas tout à fait contre, assez rapidement, au fond, c'est une alternative à cet urbanisme-là qui a été recherché à travers le concours pour le quartier Masséna. Et c'est à ce moment-là qu'on va effectivement aboutir au projet de Porzampar, dont on supposait qu'il allait gagner. Moi, j'étais dans le jury moi-même, je me souviens bien comment ça s'était passé. Donc, et ce n'est pas étonnant, dans la mesure où il proposait une autre manière de concevoir la ville, une autre manière de la fabriquer. C'est la troisième ville, c'est l'îlot ouvert. Ces choses-là, il en parlait déjà depuis un petit moment. Ce n'est pas en 1995 qu'il a commencé à parler de ça. Les premiers moments, c'est au tout début des années 90, 91, où il faisait un certain nombre de projets qui étaient déjà dans cette optique-là. Mais la grande occasion, effectivement, ce sera 1995. Alors, un ensemble beaucoup plus fragmenté et quelque chose qui rompt avec, pas les alignements, mais qui rompt avec le plafond continu, la hauteur continue des bâtiments, et qui va mettre en place toute une problématique qui va être celle de l'îlot ouvert et aussi celle d'une conception des opérations presque un peu sculpturale. Je dis presque un peu sculpturale parce que même pour avoir interrogé Buffy récemment, Jean-Pierre Buffy récemment, qui était à Bercy, lui, ce qu'il a regretté à Bercy, c'est de ne pas avoir eu cette capacité ou cette possibilité. Donc l'état d'esprit a changé à ce moment-là. Alors, la troisième ville, on sait ce que c'est, du moins, on en a déjà parlé, c'est-à-dire cette espèce de conciliation entre la ville historique et la ville moderne, la ville historique de l'îlot fermé, la ville moderne de l'open planning, et cette conciliation qui se concrétise effectivement par l'îlot ouvert. Porzampar, ça va aboutir, bien sûr, au quartier Masséna, qui voit aussi la position de l'architecte coordonnateur devenir beaucoup, beaucoup plus importante. Parce qu'au fond, à ce moment-là, c'est lui qui définit la volumétrie générale de chacun des lots. On parle de lots, effectivement. On parle d'îlots aussi, puisqu'ils sont ouverts. On ne parle pas du tout de macro-lots, le mot n'existait pas à ce moment-là. On parle de lots, et Porzampar lui-même est quasiment persuadé que le véritable inventeur de la fiche de lot, c'est lui. Je dirais c'est lui, effectivement, dans la mesure où la fiche de lot dans les opérations du quartier Masséna devient essentielle, puisque c'est elle qui définit la volumétrie d'ensemble de chacun des lots. Alors qu'au fond, que ce soit à la Zacreuilly, que ce soit à Bercy ou que ce soit encore plus à Paris-Rive-Gauche, la fiche de lot, bien sûr qu'il y en avait une, mais elle n'avait pas tant d'importance que ça, puisqu'elle n'était que la déclinaison du règlement général de cette partie de la ZAC. C'est tout. Ici, pas. Ici, on est dans d'autres circonstances et dans une autre manière d'envisager aussi le paysage urbain. Alors, cette ville, elle est, je dirais, conçue beaucoup plus à partir de l'architecture, alors que dans la ville précédente que j'évoquais, elle était beaucoup plus conçue à partir de la définition et du dessin de l'espace public. C'est un changement qui s'est opéré. Et un changement qui s'est opéré, je dirais, qui est presque un peu irréversible. Parce qu'en fait, ces caractéristiques-là, on va les retrouver dans les opérations qui sont autres que celles du quartier Masséna. Alors, Porzampar aussi, au fond, dans une opération que je montre ici et qui est celle des Jardins de la Lironde à Montpellier, il employait un mot qui était assez constant, ou plutôt une espèce d'obsession qu'il avait, et qui est intéressant de ce point de vue-là à noter. Il parlait souvent d'île architecturale. Au fond, dans les Jardins de la Lironde, ce ne sont pas des îlots, ce sont des îles, disait-il. Évidemment, des îles au milieu d'un jardin. Et remarquez bien une chose, c'est que ces îles, effectivement, s'installent à distance les unes des autres, et que ces îles, remarquez-le bien aussi, elles forment un seul bâtiment. Et c'est ce qu'on va retrouver tout à l'heure, cette question. Elles forment un seul bâtiment, puisque tous les bâtiments sont réunis par une espèce de podium. Et là, on a presque une coupe qui est totalement typique de beaucoup d'opérations qu'on va voir se développer dans les années 2000.
Ici, on est au tout début des années 90, même si les jardins de la Lironde, il a fallu un temps fou pour qu'ils se réalisent. Alors, les conséquences. La première conséquence par rapport à l'îlot ouvert, c'est la question de la diversité. Au fond, une question qui devient presque une sorte de leitmotiv, une sorte d'obsession aussi, à mes yeux, puisque dans un îlot, ou plutôt dans une opération urbaine dans le quartier Masséna, chaque lot doit être différent des autres, architecturalement, même du point de vue du matériau, même du point de vue des couleurs. Chaque élément doit se différencier. Chaque élément devient une entité qui est une entité presque un peu autonome, même si, évidemment, c'est dans un plan qui est un plan encore très très régulier. Cette question de la diversité, je pense, elle marque profondément toute opération architecturale que l'on fait aujourd'hui. Et le fantôme qui règne toujours, et notamment chez les élus, c'est le fantôme du grand ensemble. Aussitôt qu'un bâtiment a 30 mètres de long, ça y est, c'est une barre. La peur de tout bâtiment qui pourrait, de près ou de loin, ressembler à un bâtiment qui aurait appartenu aux grands ensembles. Une espèce de... Donc, à partir de ce moment-là, on voit se mettre en place tout un tas de stratégies pour, et là je parle presque de façon un peu rudimentaire, presque pour éviter ça, éviter la barre, non, éviter le bâtiment linéaire. Alors, on le voit à Nantes, on le voit à Marseille, on le voit à Paris, on le voit partout. C'est la fragmentation des choses. Alors, on appellera ça principe d'échange des hauteurs, on appellera ça principe de variation des hauteurs, de fragmentation des volumes. Enfin, il y aura tout un tas de mots. Chaque architecte aura le sien, généralement, mais au fond, c'est toujours la même opération à laquelle on procède. Permettre qu'un bâtiment, comme on le voit ici à Nantes, soit plus bas, soit plus haut par rapport à une hauteur qui est une hauteur de référence. Je dis permettre. Tout va bien si on le permet, pourquoi pas. Ça peut produire effectivement un paysage urbain particulier. Mais on est dans une situation aujourd'hui où ce n'est pas le permettre qui est en jeu, c'est l'obliger. Ça devient obligatoire. C'est une toute autre histoire. Avant, on ouvre des possibilités. Aujourd'hui, on oblige. Et on inscrit dans des PLU, effectivement, l'obligation, au bout de 30 mètres, il faut rompre. Ou au bout de même pas de 30 mètres, au bout de 15 mètres, il faut rompre. Et donc, à ce moment-là, évidemment, on produit une ville variée. Mais on produit une drôle de ville en même temps, puisque un bâtiment linéaire, quasiment, on ne peut plus le faire. C'est-à-dire, on renverse la vapeur. On aime bien, en France, je pense aussi, avoir des principes qui s'appliquent, et puis on les remplace par un autre principe, au lieu d'ouvrir des perspectives. Au fond, il les ferme, puisqu'il oblige à faire certaines choses. Alors, c'est la variété, c'est le principe. Je dis Nantes, Marseille, Paris, j'aurais pu rajouter Strasbourg, j'aurais pu rajouter... C'est pareil. Il y a beaucoup de situations comme ça. Et puis, c'est l'espèce de fragmentation des opérations, c'est-à-dire dans un ensemble qui est somme toute un ensemble constitué de peu de logements, et 180 logements, rue Rebière, faire 18 lots, 18 lots dans 180 logements, ce qu'on n'aurait évidemment jamais fait dans les périodes précédentes, et chaque 9 architectes pour 180 logements, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup. Non ? Et donc, ça produit, bien sûr, quelque chose d'excessivement divers, d'excessivement différent, une opération de l'autre. Qu'est-ce qui leur est commun ? C'est un peu la question qu'on va se poser aussi tout à l'heure. Alors, dans cette opération, dans cette attitude par rapport à la question de la diversité, il y a aussi des attitudes communes qui se font jour. Notamment le fait que l'architecture devient quelque part beaucoup plus sculpturale, et notamment dans une espèce de respect de la réglementation, ou plutôt dans une espèce d'attitude qui colle exactement à ce que définit la règle des gabarits. On en voit énormément de projets de ce type aujourd'hui. C'est paradoxal parce que les architectes disent toujours « les règles nous ennuient, les règles nous embêtent, les règles nous contraignent, empêchent notre créativité, etc. » Et on assiste à quoi ? Au paradoxe que ces mêmes architectes, ils se mettent strictement dans les règles. Et même, ils les expriment par leur architecture. Est-ce que c'est une espèce d'ironie ? J'en doute, absolument. J'en doute, parce que ce n'est pas tout à fait de l'ironie. Et donc, ça produit une architecture... Alors, tout à l'heure, on parlait, avec Ports-en-Parle, on parlait d'îles, et parce qu'ils fabriquaient des îles.
Et lui-même, il appelait ça des îles ou des monts Saint-Michel, disait-il, pour certains projets. Donc des choses qui étaient repliées sur eux-mêmes. Mais je vais poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, ces projets ne sont pas des espèces d'isolats? Parce qu'au fond, ces projets, on les croit, ils sont excessivement contextuels, puisqu'ils se rapportent strictement aux règlements qui sont les règlements de gabarit qui naissent de la parcelle. Mais au fond, ils n'ont rien à voir avec les bâtiments environnants. Ils ne changent rien avec les bâtiments environnants. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la ville et de son paysage avec ces ensembles qui deviennent des isolats? Qu'est-ce que c'est qu'un isolat? J'ai regardé ça parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Un isolat, en linguistique, c'est quoi? C'est une langue qui n'a aucun rapport génétique avec ses voisines. Il y en a une, on en connaît tous une, c'est le basque. Les basques, aucun rapport avec le français, aucun rapport avec l'espagnol, aucun rapport avec aucune langue voisine. Oui, non, il y en a d'autres. Il n'y en a pas beaucoup, pas tant que ça, mais un isolat, c'est ça, un isolat linguistique. Et au fond, aucun rapport génétique, oui, aucun rapport génétique avec les bâtiments qui sont les voisins. Et or, dans une ville, je pense que ce qui constitue ou ce qui caractérise une ville, c'est qu'évidemment, les bâtiments, ils ont un rapport génétique. Alors, cette question-là, au fond, cette variété, on va la retrouver, parce que dans la question des opérations que je vais examiner à partir de maintenant, ce sera un leitmotiv, ce sera quelque chose qui sera toujours constant, jamais remis en cause, jamais, et même qui deviendra même une règle. Il faut que la ville soit variée. De quelle façon? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. De quelle façon doit-elle être variée? Alors, Ariella évoquait tout à l'heure le fait que je m'étais intéressé à Lyon, parce que Lyon, c'est peut-être que la deuxième phase de Lyon-Confluence, c'est comme un contre-exemple. Est-ce que ça va aboutir? Ça, j'en sais rien. Quelque part, j'ai des doutes. Mais bon, il n'y a que la réalité qui nous dira si ce sera le cas. Parce qu'Herzog et de Meuron, au fond, ils ont la même position que Porzampar. Quelque part, ils distinguent quel type de ville voulons-nous construire. Alors, est-ce que c'est la ville compacte, c'est-à-dire les îlots, la ville traditionnelle? Non. Est-ce que c'est la ville ouverte, la ville moderne de l'open planning? Non. Est-ce que c'est l'îlot traversant? Non, parce que c'est que l'adaptation de la ville compacte. Donc, c'est une espèce de mixte aussi, ce qu'ils appellent la ville variée. La ville variée, c'est un îlot ouvert. Rien d'autre. Sauf que les bâtiments, entre eux, sont quelque part, assez semblables. Et que même dans les premiers dessins qu'ils ont pu faire, et qui n'ont pas été tous, disons, diffusés ou tous rendus complètement publics, les dessins étaient encore plus homogènes que ceux que l'on peut voir maintenant, aujourd'hui. Une ville qui devait être une ville blanche, hein, une ville qui devait avoir très très peu de matériaux, une ville qui devait avoir une architecture qui soit excessivement calme, et donc on a introduit un peu de couleur après, un certain nombre de choses, mais une ville, au fond, qui était directement dans les propos que peuvent tenir Pierre de Meuron, Binswanger ou même Herzog, qui était directement en contradiction par rapport à, au fond, la recherche de variété qui pouvait être celle des autres villes françaises, et c'était délibérément par rapport à cette situation qui situait leur projet. Que va-t-il en advenir? On en parlera sûrement tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors, voilà, là j'ai parlé des deux inflexions premières.